Bonsoir à tous, bienvenue. Le président réélu et Kwadwo Konan-Bertin se sont entretenus ce jeudi à l'occasion pour le chef de l'État de féliciter l'engagement du candidat malheureux en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Où en sont les grands chantiers de la capitale Abidjan, retardés en raison de la pandémie de Covid-19? Les travaux du 4e pont, du carrefour de l'Indénié et de la baie de Cocody reprennent de plus belle. Et puis la mort ce jeudi de l'ancien président Jerry Rawlings, celui qui était considéré comme le père de la démocratie au Ghana, nous a quittés à l'âge de 73 ans. Alassane Ouattara et Kwadwo Konan-Bertin se sont entretenus ce jeudi. À l'issue de cet entretien, le président réélu a félicité l'engagement du candidat malheureux en faveur de la cohésion sociale, tandis que Kakabe, pour sa part, a salué la disposition du chef de l'État à favoriser un climat plus apaisé en Côte d'Ivoire. Salif Yalekwe. Le candidat indépendant malheureux à l'élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre dernier, Kwadwo Konan-Bertin dit Kakabe, était ce matin au palais de la présidence de la République d'Abidjan Plateau. Avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ils ont revisité ensemble ce scrutin et évoqué les perspectives pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour Kakabe, le temps de la belligérance est terminé. La démocratie ou la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin, mais beaucoup plus parce que j'ai écouté son message à la nation. Comme disait un autre avant lui, le bon temps était au rendez-vous de ce message. Je sens et je pense que le temps de la paix a sonné. Et si le premier responsable de la nation lui-même est disposé à y aller, il faut que tous nous lui emboîtons le pas. Voici le sens de ma démarche. Le chef de l'État, pour sa part, dans un tweet faisant le résumé de la dite rencontre, a salué l'attitude républicaine de Kakabe. J'ai échangé ce jeudi avec M. Kwadwo Konan-Bertin, candidat à l'élection présidentielle du 30 octobre dernier. Je l'ai félicité pour son attitude républicaine ainsi que pour son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. 4 candidats étaient officiellement en lice pour la présidentielle ivoirienne du 31 octobre dernier. Il s'agit de Alassane Ouattara, Kwadwo Konan-Bertin Kakabe, Henri Konan-Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Les 2 derniers cités ont appelé au boycott de cette élection, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour un scrutin crédible. Lundi dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé la réélection du président sortant Alassane Ouattara à la présidentielle ivoirienne avec 94,27% des suffrages contre 1,99% pour son adversaire Kwadwo Konan-Bertin. Ce scrutin a enregistré un taux de participation de 53,90%. Visite ce jeudi de 3 chantiers majeurs dans la ville d'Abidjan par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il s'agit notamment du chantier du 4e pont, celui du carrefour de l'Indénié et de la baie de Cocody. Amédée Kofi Kwaku s'est donc enquéri de leur état d'avancement qui ont pour certains connu des retards en raison de la pandémie de Covid-19. Yeli Traoré, Tanguy Konan. Visite de terrain pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est par le chantier du 4e pont d'Abidjan que le ministre Amédée Kwaku a entamé cette visite. Accueilli par le personnel, le ministre parcourt la vaste étendue de ce chantier, faisant une halte à chaque point pour échanger avec les travailleurs. Mais initialement, ils nous avaient dit qu'ils avaient envoyé des centaines de... Ils ont 9 heureusement. Ils ont été confrontés à un problème qu'il nous a expliqué il y a une dizaine de jours. Cap ensuite est mis sur le chantier de l'échangeur de l'Indénié. Là,
Le ministre s'entretient avec les responsables techniques du projet sur son état d'avancement et s'informe de leurs préoccupations. Je suis passé ici, là. La même semaine, ton problème a été réglé quoi? Ton problème de plaque blanche. Bon, ça a été réglé. Donc, on a résolu tous les problèmes qui sont liés. Dernier chantier visité, celui de la baie de Cocody. Même scénario ici. Nous avons entrepris de visiter les importants chantiers qui se passent dans la ville d'Abidjan. Vous savez que dans le cadre de la vision du président de la République, il y a un certain nombre de projets importants qui ont été initiés. Et ce matin, nous avons commencé par le 4e pont d'Abidjan qui est en cours de réalisation. C'est un chantier où on a consommé à peu près 80% du délai, mais nous sommes à 25% de réalisation des travaux. C'est un ouvrage extrêmement important. Nous avions donc le problème de la libération des emprises qui est en cours. Nous avons discuté avec la plupart de ceux qui doivent être déplacés. Il y a certains qui vont être payés dans ces jours qui viennent, de sorte qu'on puisse libérer les emprises pour que l'entreprise puisse valablement travailler. Le chantier lui-même avance bien. Ils ont un retard d'environ 14 mois. Nous les avons incités donc à réduire ce délai, de sorte que les travaux puissent s'achever le plus vite possible. Ensuite, nous avons visité les travaux de l'échangeur de l'Indénié. Là aussi, les travaux avancent très bien. Ils ont un léger retard d'environ 5 mois. Mais vous savez, tout ça, il y avait le Covid-19 avec l'environnement politique qui ont retardé un peu les choses. Mais l'entreprise en charge des travaux nous a assuré que les 5 mois seront donc rattrapés et que ce chantier va être terminé à bonne date. Là, nous venons de visiter donc, le 3e chantier, qui est le chantier du pont de Cocody. Là aussi, il y avait beaucoup de problèmes techniques qui ont été, la plupart ont été déjà résolus. Nous avons là aussi un retard d'environ 14 mois, mais nous avons échangé avec l'entreprise, la mission de contrôle. Ils ont pris des engagements de sorte à ce que ce retard puisse être réduit. La construction de ces infrastructures rentre dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre un ambitieux programme routier pour améliorer la mobilité des populations dans le district d'Abidjan. 2 jours après les graves violences à Mbato qui ont fait officiellement 3 morts et plusieurs blessés, les habitants sont toujours sous le choc de ces récents événements. Retour sur cette journée noire dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Timé Danger, Eric Kimo. Nicole Ngouan redoutait des violences électorales à Abidjan. Ironie du sort, c'est dans son village Mbato, à 230 km de la capitale économique du pays, qu'elle en est victime. 48 heures après, difficile pour elle de contenir ses émotions. Elle n'a pas été épargnée par les représailles des allochtones sur le quartier Anikro, né des oppositions à la marche de la plateforme de l'opposition. Ravagée par la douleur, elle revient sur la journée noire qui a vu la résidence familiale réduite en cendres et en gravats. Abidjan, comme on disait, il n'aura pas d'élection. Ça fait peur. C'est comme ça, c'est comme ça. Je dis bon. Maman aussi me dit, il faut venir. Peut-être ici, ça va aller. Mais moi, je ne supporte pas le stress. On était là. En tout cas, la ville était bizarre. On ne s'attendait même pas à un truc comme ça. C'est après la marche, on dit ils arrivent. Au moment où on met les yeux dans les trous là, ils venaient même. On ne pouvait même plus sortir. Je ne sais pas si quelqu'un peut vivre dans cette maison encore. Parce qu'il y a une haine pas possible, on ne sait pas pourquoi. Même infortune pour ces victimes blessées qui se sont retrouvées pour certains au mauvais endroit, au mauvais moment. J'étais couché à côté de là où on repart, à Boubala, le moto là. Un jour arrive, on dit papa. On dit, quand j'étais dans Boubala, on dit voilà un jour, ça, Dieu merci, ce n'est pas eu ma tête. Bon, ça m'a écrasé. Les jeunes ils vont tomber sur nous. Et donc on va brûler la mosquée, c'est ça, nous on a parti défendre la mosquée là. C'est ça, Bala nous trouver là-bas. On a tiré. C'est ça, on m'a pris pour venir ici à l'hôpital. Sur le terrain, la situation sanitaire reste préoccupante.
Le directeur départemental de la santé est l'une des victimes des violences. Son logement a été pillé et saccagé. Il dévoile le bilan des opérations sanitaires. Nous avons enregistré 39 blessés, dont un blessé par machette, 2 blessés par caillou, c'est-à-dire par projectile, et tout le reste, c'est des blessés par balle. Et nous avons enregistré aussi 6 décès. Les 6 décès que nous avons, sur les 6 décès, il y a 5 décès par balle. Et puis le 6e, il est décédé suite à une hernie étranglée. Du fait qu'il n'a pas pu venir à l'hôpital. Il est décédé à domicile suite à une hernie étranglée. Mais tous les décès à l'hôpital, nous avons enregistré seulement qu'un seul décès. Les autres sont des décès en communauté que les gens nous ont rapportés et nous sommes allés faire le constat. Dans la famille de l'une des victimes décédées, la douleur est dans les cœurs. Le chef de famille et la tante du défunt font des précisions. La communauté de Mbato a décidé de marcher. Et c'est ainsi que mon neveu est parti avec eux. Et il y a eu des affrontements au niveau du quartier du Lac Gros. Et on est revenu. Les gens ont cherché des pourparlers pour que, en tout cas, la paix revienne. Le lendemain, les hostilités ont commencé. Une balle avait transpercé son œil. Et on ne pouvait pas aussi reprendre la route puisque la route était jonchée de bois. Donc, on s'est rebattu à la maison, trouvant quelqu'un qui puisse, de façon traditionnelle, nous enlever cette balle. Et c'est là que le coup fatal va venir. Et notre neveu a perdu la vie. À feu et à sang, pendant 2 jours, Mbato pense difficilement les blessés de la division intercommunautaire. Une page noire que la localité, devenue ville morte, ne veut plus vivre. La coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali se renforce avec le projet de création d'une zone éco dénommée Escabo. Entendez, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso réunis ce jeudi à Grand-Bassam. Les parties prenantes ont identifié les domaines d'intérêt économique. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Renforcer la coopération transfrontalière en vue de la mise en œuvre de projets de développement au profit des populations et freiner par ricochet l'insécurité et les manœuvres terroristes. C'est entre autres un des objectifs de la zone économique spéciale Escabo, Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. Un espace de près de 165 000 km² avec une population estimée à plus de 8 millions d'habitants. Depuis l'initiative en 2016, des acquis sont déjà enregistrés. C'est une zone qui a souffert du manque d'infrastructures. Donc quand il y a eu l'étude diagnostique, c'est beaucoup plus la population ont exprimé les besoins en infrastructures. Ça fait qu'il y a eu déjà le financement de l'étude de la piste Tengrela en Côte d'Ivoire, Fakola au Mali. Il y a eu le financement de 20 forages, on l'a dit, 10 au Burkina Faso, 10 au Mali. Là, avec le Covid, c'est pratiquement 20 autres forages qui ont démarré, qui est une première tranche où déjà la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de 12. Ce projet est un des projets majeurs que nous avons dans notre agenda de l'intégration. Vous savez que parfois, la plupart des cas, les zones aux frontières sont les moins équipées et elles sont en retard par rapport au développement. Alors, cela constitue aussi une entrave au bon fonctionnement de l'intégration. L'intégration implique les échanges, beaucoup d'échanges, les échanges commerciaux, les échanges financiers, mais aussi la libre circulation des personnes et des biens. Cet atelier à Grand-Bassam qui réunit des participants des 3 pays concernés, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, vise à davantage identifier les domaines d'intérêt commun.
La direction exécutive du RHDP s'est réunie pour faire son bilan de l'élection présidentielle. Le directeur exécutif du parti a salué l'engagement des cadres et élus pour leur contribution à la victoire du candidat du parti dès le premier tour de la présidentielle. Yeli Traoré, Mathieu Mbadé. Analyse de la journée électorale du 31 octobre dernier et de l'environnement post-électoral. C'est le menu de la réunion de la direction exécutive du RHDP. C'est une réunion élargie aux élus et cadres du parti pour faire le bilan d'élections remportées par le candidat du parti dès le premier tour. Et comme vous savez, nous sortons d'une élection où nous avons gagné. Nous nous sommes donc retrouvés pour exprimer notre gratitude au président Alassane Ouattara qui a accepté par devoir citoyen, qui a accepté ce sacrifice d'aller à cette compétition pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus pour lui exprimer donc cette reconnaissance. Ce fut aussi l'occasion pour le directeur exécutif du parti de sonner la mobilisation pour les législatives à venir, en vue de donner au président de la République les moyens politiques et institutionnels pour pouvoir mettre en application son projet de société. Bientôt, nous ne savons pas encore dans quel mois, mais ce qui est sûr, dans les mois à venir, il y a les législatives. Donc, nous avons aussi échangé relativement aux législatives parce que nous voulons donner au président Alassane Ouattara un socle institutionnel sur lequel il peut reposer son projet de société pour que les Ivoiriens tirent profit de son projet de société. La direction exécutive du parti a profité de l'occasion pour annoncer une importante réunion du bureau politique pour mardi prochain. Ce soir, nous nous intéressons à l'oignon, un condiment qui se consomme à toutes les sauces. En jeu de mots, sa consommation est évaluée en Côte d'Ivoire à 200 000 tonnes par an, dont 10% seulement issus de la production locale. Comment expliquer un tel chiffre? Que font les acteurs du secteur pour développer cette filière? C'est le dossier du jour et il est proposé par Salif Yalekwe, Tanguy Conan et Fulgence Kissédou. Département de Tahabo, village de Kokoti-Kwamekro ce matin. Adama Sanogo rejoint son champ situé à quelques kilomètres de sa zone d'habitation. Ce passionné d'agriculture a décidé de quitter son métier de comptable pour un retour à la terre. Il s'est investi dans la culture d'oignons, une expérimentation dans une zone où l'on ne présageait pas d'une bonne récolte. En terre ivoirienne, on cultive bel et bien l'oignon. J'ai un oncle qui a fait les oignons à Nibilekuro. Voilà, donc il est venu ici, je lui ai dit de me montrer comment on fait. Et quand j'ai fait, vraiment, ça m'a séduit. Et depuis ce jour-là, je ne fais que faire les oignons. L'oignon, ça peut se conserver au moins 6 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, on peut conserver l'oignon. Donc on a le temps de l'écouler au fur et à mesure, même si le marché est inondé, ça nourrit son homme. Il faut vulgariser ça pour qu'on importe de moins en moins d'oignons. En Côte d'Ivoire, ici, on a toutes sortes de terres pour pouvoir produire en abondance. Occupons-nous de nos oignons. Le marché de Gros de Bouaké, deuxième ville du pays, est un centre névralgique pour de nombreuses spéculations dont l'oignon. Une trentaine de grossistes y travaillent. Ce grossiste, responsable de la filière au sein du dit marché, en plein cœur de la métropole du centre ivoirien, explique des réalités de cette filière. En oignon, sur toute l'année, il n'y a pas de rupture, mais on peut trouver une qualité pendant 8 mois et une autre qualité pendant 4 mois. Ça se cultive, mais pas en grande quantité d'abord. Sinon, on a des frères qui viennent nous voir souvent, de Botro, de Tengrela, de Ferké, pour nous dire qu'on a de l'oignon chez nous. Mais le plus souvent même, il se trouve que l'oignon même qui vient de 1000 ou bien 2000 km, soit du Niger ou du Burkina, est encore un peu plus moins cher que ce que nos frères font, peut-être tout près ici à Béomi ou bien à Botro. Bon, le plus souvent, on n'arrive pas à s'entendre. Effectivement, ça se produit ici, mais pour le moment, pas en grande quantité d'abord. Les plus grandes difficultés, c'est l'accompagnement, on va dire. Le commerçant a besoin d'argent. La consommation locale de l'oignon, selon les responsables de la filière, est de 200 000 tonnes par an, dont seulement 10% est produite ici en Côte d'Ivoire. Une donne que veut faire évoluer la présidente du conseil d'administration de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire, Marie Djebi Nekalou. Dans son entrecise
À Atekoubé, on peaufine les actions et stratégies pour le développement de la filière, ce depuis quelques années. La formation reste au cœur de la politique. La production de l'oignon n'est pas une chose facile en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas une culture traditionnelle. Donc il faut la formation. Et s'il y a la formation, beaucoup de personnes viendront peut-être s'intéresser à la production. Non seulement, si nous produisons beaucoup, ça va nous aider à ne plus trop dépendre de l'extérieur et le plus important, à créer la richesse en milieu des femmes et des jeunes. Nous avons une vision qui est claire, qui est précise. Nous avons de la terre, nous avons des hommes, nous avons des femmes. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la technique, l'expertise. C'est pourquoi nous avons projeté que d'ici de 2020, en 2025, que nous atteignons 30% de notre consommation nationale. Tel est le vœu de la première responsable de la filière en Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, on continue d'importer avec ses nombreuses difficultés, dont les tracasseries. Il y a la tracasserie routière. Il faut que l'État nous aide à régler ces problèmes. L'oignon n'est pas la drogue. L'oignon n'est pas, je ne sais pas quel autre produit qui fait peur. Mais si les camions d'oignons sont en route là, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vrai que les gens peuvent toujours mettre de quoi dans leurs marchandises, mais à cause de l'interprofession oignon, nous avons instruit tous nos acteurs qui viennent de l'extérieur. Donc, qu'on mette fin à ces pratiques qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. En attendant l'essor de l'oignon ivoirien, la consommation des produits importés reste d'actualité pour l'alimentation de nos marchés, la consommation dans nos assiettes. À l'étranger, Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, est mort ce jeudi à l'âge de 73 ans. Sa disparition à Accra fait suite à une courte maladie. Considéré comme le père de la démocratie ghanéenne, il aura marqué l'histoire de son pays et du continent africain. Nadja Eja. C'est un coup dur pour le Ghana qui vient de perdre son ancien président, John Jerry Rawlings, en cette période préélectorale. Après avoir dirigé ce pays pendant près de 20 ans avant de quitter le pouvoir, John Jerry Rawlings est décédé ce 12 décembre à l'âge de 73 ans. Le président du NDC, section Côte d'Ivoire, garde de lui l'image d'un révolutionnaire intègre. Il n'y a pas de transparence, il y a de corruption, affaire de famille et famille et famille. Donc, tout de suite, il est venu en révolution. Il a appelé tout le monde, il n'a qu'à donner leur point de vue pour adopter une constitution depuis 1992 pour le Ghana. C'est cette constitution qui n'a jamais amendé, qui n'a jamais touché. Au cours de son mandat, John Jerry Rawlings aura contribué à inculquer des valeurs nobles au Ghana. Il demeure à ce jour une référence pour ses compatriotes. Il a fait que nous soyons marchés dans le droit et il ne faut pas qu'on fasse les corruptions. Et puis, ce que c'est nous, le pays nous appartient, on doit construire ensemble. Tous les Ghanéens, qu'on soit en Europe, au Ghana, comme on appelle en Côte d'Ivoire, en tout cas, quand il y a quelque chose, ils parlent quoi? Ils parlent. Donc ça fait, les Ghanéens comptent beaucoup sur lui. Malgré il est quitté au pouvoir là même, président qui vient là, il va chez lui pour prendre les conseils. Il y a président, il y a Kwane. Je connais bien Rawlings. Il a souffert avant d'accéder au pouvoir. On lui a arraché les ongles. Une fois au pouvoir, il veillait sur le pays, il faisait tabasser ceux qui avaient des écarts de conduite. Aujourd'hui, il est décédé. J'ai mal. L'une des choses qui aura marqué son parcours présidentiel, c'est aussi son rôle dans le positionnement du Ghana dans le concert des nations. Notre économie était bien stable le temps de Rawlings. Donc ça fait que les Ghanéens qui sont versés partout dans le monde entier, les gens ont commencé à connaître. Ah, mais donc chez vous c'est comme ça, vous êtes filles partout, vous êtes partout. Ils ont commencé à retourner, le marché ouvert. Militaire de base, John Jerry Rawlings démissionne de l'armée en 1992 et fonde
le National Democratic Congress. Il a quitté le pouvoir en 2000 après avoir été élu à 2 reprises. En sa mémoire, les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pour un deuil national qui débutera vendredi et durera 7 jours. Et puis, belle victoire ce jeudi des éléphants de Côte d'Ivoire contre les Baréas de Madagascar au stade d'Ebimpe. Une victoire à 2-1 avec un premier but à la 48e minute de Jarvinho. Et puis, belle surprise à la 54e minute du nouvel attaquant de la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller. Première sélection et premier but. La Côte d'Ivoire prend donc provisoirement la tête du groupe de qualification à la CAN 2021. Et puis c'est une expérience unique dans laquelle on vous embarque ce soir dans NCI Reportage, un spectacle majestueux de baleines au large des côtes ivoiriennes, des images inédites et spectaculaires de ce mammifère le plus gros du monde. Un extrait. La baleine fait enfin son apparition. Quelques minutes contemplatives qui agitent le zodiaque. Un autre jet, puis un saut, comme pour saluer la rencontre avec les visiteurs du jour. Le temps s'arrête pour voir apparaître, puis disparaître à nouveau, ce qui, dans l'imaginaire de tous, est un instant rare. L'apparition d'une baleine. Un reportage à retrouver donc juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous.